Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une shadow analyse pour parler d'un gros combat qui va arriver à l'UFC Paris en main event le 6 septembre. Pour parler de ce combat, j'ai avec moi Shadow Ludo. Comment tu vas, Ludo? Je vais très bien pour la Shadow and Kevin analyse. T'as vu, je t'ai fait le petit Shadow et tout en intro. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Mais on est deux, alors c'est Shadow and Kevin analyse. Écoute, t'as vu, en tout cas, c'est un format qui prend forme sur After Fight. En plus, il y a beaucoup de retours. Je suis vraiment très content que les gens Ouais, apprécient. Bah, il y a même des gens, tu vois, qui ont dit, ah ouais, on connaissait pas la Shadow Analyse et tout. Donc, les gens sont en train de monter dans le train de ce format. Je suis super content et ouais. voilà. Et puis, c'est un, c'est Franchement, un, c'est un ça me fait plaisir. vraiment plaisir. C'est un Ouais, plaisir déjà vraiment de, plaisir. de t'écouter et de partager ça aux gens qui suivent After Fight depuis le début. Donc voilà, et là, en plus, on va parler d'un gros combat. Ouais. Comme toi, avant tout, je voudrais vraiment témoigner mon infime reconnaissance à l'égard de tous ceux qui m'ont contacté via mes réseaux sociaux pour nous féliciter, toi et moi, du travail qu'on faisait et surtout de la pertinence de nos analyses. Je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup de détracteurs, et bah finalement pas tant que ça. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que ce sont des gens que je porte en estime, des gens qui sont à des positions dans le MMA français, je dirais, importantes. Et finalement, c'est ce que je cherche parce que la reconnaissance vient de nos pairs et l'intérêt vient de nos auditeurs. Mm. Et je tiens vraiment à remercier tous les personnes qui argumentent en commentaire, parce que comme j'ai dit sur une vidéo, avoir des commentaires, ça aide, hein, forcément. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Ça aide vraiment le podcast. Mais avoir vraiment une communauté où on a des avis argumentés sur des combats, ben, ça fait vraiment, c'est un plaisir à lire. Donc voilà. Absolument, je te rejoins là-dessus. Il y a des commentaires qui sont pas toujours dans le sens que l'on attend, hein. Mais pourtant, à partir du moment où ça a été argumenté, ça nous fait plaisir d'avoir un auditoire, pardon, qui est vraiment intellectuellement et je dirais passionnément intelligent. Ludo, je te propose qu'on rentre dans le match-up, donc le main event de l'UFC Paris, le quatrième événement de l'UFC Paris en France. Euh, Main event, Nassourdine Imavov contre Kylo Borralho. Comme on a pu le voir un peu sur les réseaux, la team hot contre la team des Fighting Nerds. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette opposition, Nassourdine contre Kylo? Qu'est-ce que tu penses du match-up? Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Bah écoute, si tu le permets, j'aimerais que tu puisses me donner les droits de présentation de manière à ce que je te puisse te faire découvrir mon petit support de travail. C'est quelque chose de simple, mais il va m'aider à expliquer et à faire comprendre, que ce soit à toi ou à nos auditeurs, ce que j'ai voulu mettre en avant par rapport à cette opposition. Bien sûr, je t'en prie. Vas-y. Normalement, l'accès est débloqué. Oui, parce que voilà, Ludo, en plus d'être un super analyste, c'est quelqu'un qui travaille voilà, pour le podcast et qui essaye de faire ça bien. Donc voilà, on respecte les auditeurs et je vais découvrir ça en même temps que vous, en fait, parce qu'on va être transparent. C'est une surprise pour moi aussi. J'ai pas vu encore le travail que tu as fait. Donc voilà, je suis Alors, est-ce que impatient tu en tout vois, cas. est-ce que tu vois ce que je vois sur ton écran? Tout à fait. Bon, là, il manque And Kevin Analyse. Là, j'ai mis Je, la Shadow Analyse, je mais vois qu'After Fight est sponsorisé par l'UFC. Moi, ça me va. Moi, ça me va, Ludo. ouais, ouais. T'inquiète Non, pas. non, non, en fait, c'est After Fight qui parle de l'UFC. Ok, ok. Donc, After Fight, le podcast que nous sommes, on a pour prétention et pour ambition surtout de pouvoir analyser le main event de Paris qui aura lieu le 6 septembre et avec un super main event qui va opposer donc Nassourdine the Sniper Imavov contre Caio the Natural Borraio. Donc, petite présentation des deux.
Tale of the tape. Let's go. Voilà, le Tale of the Tape. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils sont de la même génération, parce que Nassour, même s'il est un peu plus jeune, en vrai, les deux ont la trentaine. On voit aussi qu'au niveau du gabarit, c'est assez similaire, puisque ils font tous les deux, ils sont très grands tous les deux, hein. Bon, même si Nassourdine, pareil, fait 1,91 m, Caio n'est pas très loin, à 4 centimètres près, on peut dire que voilà, c'est quasiment la même taille. Forcément, ils feront le même poids le jour de la pesée. La seule chose qu'il y a, c'est que on sait que les deux, hors combat, sont aux alentours de 90 kilos, avec un peu plus lourd quand même malgré tout pour Caio, d'après ce que j'ai compris. Et en termes d'allonge, bah, on a un petit avantage auprès de Caio qui est infime, hein, qui est de 1 centimètre. Ça va pas chercher bien bien loin. Mais des fois, c'est le petit centimètre qui fait qu'on touche un peu plus, tu vois, notamment avec les coups de poing. Donc voilà, on sait qu'on a un gars qui vient de la boxe anglaise, hein, la personne de Nassourdine, et un gars qui vient du JJB et aussi malgré tout du... Parce que même s'il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, on peut dire que c'est aussi maintenant devenu un striker, il nous l'a montré parce que ne serait-ce que l'ADN de la Fighting Nerds, qui est son équipe, c'est des strikers. Il Il y a vient du du judo côté aussi. Il vient du judo aussi, hein. aussi, ouais, Je voulais me permettre effectivement. de rajouter ça, ouais. C'est vrai, tu as raison, il vient du judo jiu-jitsu. Même si ça fait longtemps qu'il fait du jiu-jitsu brésilien, son judo va l'aide notamment dans les phases de lutte. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un droitier contre un gaucher. Donc pour le coup, là, on va être en asymétrie. Donc ça va être intéressant. Puis après, pour le palmarès, en vrai, ils ont quasiment le même nombre de victoires. Il y a juste Nassourdine qui a 3 défaites de plus. Mais en termes d'expérience, c'est vraiment la même chose, quoi. Et enfin, ça va être ce soir-là, deux ambassadeurs d'une team, donc qu'on appelle moi je l'appelle la over the top, la hot coaching, qui en fait c'est le Venom Training Camp, hein, et la Fighting Nerds. Donc voilà pour la présentation de Nassour et de Caio. Donc forcément sur le papier ça va être un super combat parce qu'on voit à quel point les deux ont des choses à faire valoir. Donc si on prend un petit peu du côté des statistiques ce qu'il en est, comme on vient de le dire, les deux ont à peu près le même nombre de combats, même si on peut dire que du côté de Nassourdine, ces combats-là ont souvent été jusqu'au bout. Plus de fois, 2 fois plus que... Enfin, pas 2 fois plus, pardon. 2 victoires de plus à la finition. Donc, 7 KO pour Nassourdine, 4 par soumission et 5 sur décision au niveau des victoires. Alors que KO, lui, c'est quelqu'un qui gagne souvent ses combats par décision, notamment les dernières à l'UFC. Donc, même s'il est capable de mettre des KO, il l'a montré et qu'il a soumis déjà dans sa carrière, il s'avère que les derniers combats de Nassourdine, c'est sur des finishes, alors que les derniers combats de KO, c'est sur décision. Et ça peut être une donnée qu'il faudra prendre en compte, je pense. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est de voir un petit peu comment les deux ont tendance à combattre. Donc quand on combat, bien entendu, il y a ce qu'on appelle l'organisation offensive et il y a l'organisation défensive. Quand il y a deux combattants, la première chose qu'on essaie d'analyser, c'est à peu près voir comment l'autre se comporte à l'attaque et surtout aussi voir comment l'autre se comporte à la défense. Donc pour ma part, après analyse vidéo, de manière très succincte, parce que l'idée, c'était pas de rentrer dans des périmètres d'experts, puisque même si j'essaye de vulgariser le savoir, il faut que le savoir, à un moment donné, il parle à tout le monde. Donc ça sert à rien de vouloir jouer le génie. J'ai été très succinct, mais en même temps, je pense que ça donne pas mal de pistes pour comprendre ce qui se passe quand Nassourdine attaque et comprendre ce qui se passe quand Caillou attaque. Et bien entendu, quand Nassourdine défend et quand Caillou défend. Donc pour ma part, moi, ce qu'on remarque, ce qui me frappe, moi, pour Nassourdine, c'est que c'est quelqu'un déjà qui utilise énormément la boxe anglaise à l'attaque. Il commence tout le temps par les points. C'est très rare qu'il utilise autre chose que les points à l'attaque. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est très précis dans ses frappes. C'est quelqu'un qui rythme ses frappes, mais il est surtout chirurgical avec ses frappes. Ensuite, c'est quelqu'un qui est un bon contreur. Alors tu vas me dire, mais un contreur, normalement, tu aurais dû le mettre dans la défense. Bah oui et non. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai expliqué souvent, un contreur, c'est pas, c'est quelqu'un qui feinte aussi pour provoquer
une réaction et derrière lancer une contre-attaque directe. D'accord? Et moi, je pars du principe que la contre-attaque, finalement, est une attaque. Alors que la défense, c'est bien souvent soit des déplacements, soit des techniques de défense comme les parades bloquées, comme les parades chassées, comme les esquives, comme les retraits du bus, les pas de retrait, les décalages, etc. Pour moi, une contre-attaque reste une attaque. Donc, on peut dire que Nassourdine est un bon contreur. Pour Caio, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est assez précis dans ses frappes et qui est aussi un bon contreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. C'est que Caio, dans ses derniers combats, il a montré qu'il était capable d'attaquer avec les jambes et qu'il était précis avec ses calf kicks, avec ses middle et avec ses high kicks. Et c'est un bon contreur parce qu'il est énormément aussi sur la feinte. Donc j'ai envie de dire que les deux là, en fait, ils sont chauds sur le même aspect. C'est-à-dire que les deux sont précis dans leur frappe lorsqu'ils sont en striking, et ça, c'est frappant. Il y en a juste un qui utilise plus les kicks, donc en l'occurrence Caio, et un qui utilise plus les points, en l'occurrence Nassour. Ensuite, c'est un bon contreur parce que il sait feinter énormément. Il feinte beaucoup pour provoquer, et ensuite il contre. La défense qu'on peut dire, c'est que les deux ont une garde assez compacte. Même si Nassour utilise plus je dirais les parades chassées, elle est quand même, il a tendance à avoir une garde assez compacte quand il est sur le haut. Le seul truc qu'il a, et là j'ai pas mis, le petit défaut qu'il a, c'est que lorsqu'il balance les attaques, parfois il écarte un peu les bras et il a tendance à se découvrir sur les retours de frappe. Donc ça, il faudra qu'on fasse attention. Caio, lui, au contraire, il a une garde qui est pareille, qui est basse, mais lorsque l'autre attaque, il défend beaucoup avec la monkey guard. On a vu des passages avec Canonier notamment, où il est énormément sur la monkey guard et Canonier touche très peu. Et en plus, il repère les enchaînements que fait son adversaire. En l'occurrence, là, il avait capté dans le premier round comment Canonier le touchait. Et donc, dans le deuxième, ça y est, il avait déjà capté le truc et ça y est, il commençait déjà à réajuster. Ludo, tu peux nous expliquer la Monkey Guard, s'il te plaît? Ouais, la monkey guard, en fait, c'est le fait de faire des parades bloquées en mettant ses mains, si tu veux, très près du visage. C'est-à-dire que lorsque l'autre attaque, en fait, on monte les mains très très haut et on coiffe comme ceci. C'est ça la Donc, monkey en guard. fait, on n'absorbe pas le coup quand même. Parce que du coup, en Tu, MMA, les coups. tu l'absorbes quand même, tu absorbes ce coup-là, mais ce qui fait qu'en fait, quand par exemple tu me mets un crochet du gauche, moi je vais lever ma main, je vais absorber en tournant et je vais me protéger. Celui qui a lancé ce type de garde ou un meilleur ambassadeur de ce type de garde, c'était Quinton Rampage Jackson. Il avait inventé ce style-là, ou en tout cas, il avait mis en avant cette monkey guard-là. Et du coup, c'est devenu un peu ce qu'on appelle la monkey guard, qui est normalement une parade bloquée, tu vois. C'est le fait de pouvoir, avec ses gardes, tu vois, juste faire ceci. Mais là, tu montes très haut, en fait. D'accord? En D'accord. Muay Thai aussi, il y a ce type de garde-là, tu vois. Mais là, c'est vraiment la monkey guard, c'est vraiment le fait moi j'appelle ça mettre du gel dans les cheveux, tu vois, et de vraiment être très compact. Nassour, lui, il a les mains très très hautes, tu vois. Par exemple, quand si je te dis une garde à la Tyson, ça va être quelqu'un qui va mettre les mains, les poings comme ceci sous le nez. Il va faire de, de va-et-vient, avec la tête. Il va faire beaucoup de bascules avec la tête. Et il va avoir les mains très compactes au niveau du visage. Il va se protéger, il va exposer un petit peu son front, il va garder ses pommettes et sa mâchoire très serrées, rentrer son cou, lever ses épaules, il va rentrer comme ça. Ça, c'est un petit peu la garde à la Tyson. La monkey guard, c'est quand tu montes les mains et les épaules très très hautes. Ok. Voilà. Les déplacements sont très fluides pour Caio. C'est quelqu'un qui vraiment est dans une latéralité énorme. Il se déplace très, 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 très facilement. Et pareil, il est calme en cage control. Il panique pas. Comme Nassour. Même si Nassour a tendance à se fatiguer un peu avec lui. Donc, les points forts de Nassour, moi, pour ma part, je dirais qu'il a 4 victoires de suite, dont 2 KO par TKO. Et comment dire, pour Caio, lui, on va dire qu'il est sur 8 victoires de suite, mais il a que 2 finalisations. Donc tu vois, en fait, on va dire que Nassourdine s'est montré 2 fois plus performant, puisqu'en fait, il a terminé
comment dire, la moitié de ses derniers combats, alors que Caio, lui, son pourcentage de finalisation, il est plus bas. Ensuite, et là, je Si vais me je concentrer. peux me permettre de rajouter quelque chose ou pas? Bah évidemment, bien sûr, on est là pour ça. Je voulais parler de l'adversité aussi sur les combats qu'a fait Kylo récemment, ainsi que ceux de Nassourdine. Il y a quand même une grande différence, quoi. Enfin, mis à part Canonier, Nassourdine récemment, il a affronté Adesanya. Je veux dire, Kylo, il a pas affronté un top 5, quoi. Tu vois? Ouais, Kylo, en fait, a affronté de mémoire les derniers combats. C'était Canonnier. Bon, attention, il l'a fini, hein. C'est-à-dire, enfin, il l'a pas fini, en fait. En fait, il a malmené au quatrième Ouais, ou au il a mis dans le troisième. mal. Il a mis dans le mal, genre, il était carrément. Et c'est le gong qui l'a Ouais, il est pas sauvé. passé loin, il est pas passé loin. Mais vraiment, on peut dire qu'il l'avait quasiment finalisé, tu vois. Mais Même si ça avait été au bout. je trouve que Nassourdine, il a eu cette montée en puissance au niveau de l'adversité, alors que Kylo, il l'a pas encore eu. Bah, D'où ce que je veux dire, c'est que là, pour Kylo, c'est un gros test, Nassourdine. Alors que ouais, tu as raison. Nassourdine, ça reste un adversaire difficile, Kylo, mais tu vois, il a affronté, moi, de ce que j'ai vu, des adversaires beaucoup plus difficiles sur le papier, dans la cage. Là où tu as raison, c'est que les derniers combats de Nasruddin, c'est Curtis, Dolidze, Cannonier, Adesanya, Brendan Allen. Tu vois? Alors que Caio, c'est Cannonier, donc ok, Ouais, il y a d'accord. Paul Craig, Ensuite, il y a exactement Paul Craig le Magomedov, ouais, qu'il a côté, terminé, ouais. Agus Magomedov. Il y a, comment dire, le Polonais qui était fort aussi. J'ai perdu son nom, Rige quelque part, je me rappelle plus, tu vois, mais il était chaud aussi. Mais entre-temps, il a quand même fait des combats de grappe avec Jelton Almeida et avec Brendan Allen. Et il a perdu contre Almeida À la comment décision, ouais. dire, à la décision. Mais honnêtement, il y avait vraiment kiff-kiff dans le jeu. Et il a gagné contre Brendan Allen. Donc, si tu veux, en vrai, les adversaires que Nassourdine, à part Dolidze et, comment dire, et Adesanya, Caio les a rencontrés aussi. Différemment, pas en MMA, pas tous, etc. Mais il a quand même rencontré Cannonier, il a quand même rencontré Brandon Allen. Par contre, là où je te rejoins, c'est que le chemin a été plus facile dans l'adversité pour Caio que pour Nassour. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ensuite, moi, j'ai repéré, si tu veux, des points forts et j'ai voulu diviser ces points forts en trois points, sur trois aspects. L'aspect physique, l'aspect technique et l'aspect tactique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Nassour, sur le plan physique, c'est quelqu'un d'endurant, puisqu'il a quand même eu plusieurs fois des combats qui allaient en 5 rounds. Et on a vu qu'il est capable de les tenir quand il est terminé, hein, tu vois. Ensuite, la première qualité que je vois, moi, sur le plan physique chez Nassour, c'est que je le trouve extrêmement rapide des mains. Ça va vite. Ouais, il a les mains rapides, ouais. Il a les mains je dirais même pas les mains, je dirais les bras carrément. Tellement, tellement ça part vite. Parce qu'il a une garde un peu basse comme ça, d'accord? Elle est compacte en défense, mais quand il attaque ou quand il est sur l'attentif, tu sais, il a les mains un peu, une main un peu en avant comme ça avec son jab qui snipe. Et tu vois, et ça part vite. Ça part pas comme du visage jusqu'à l'autre. Ça part un petit peu de l'épaule, bam, et il va très très vite, notamment avec le jab. Et son 1-1-2 qui fait souvent, le 1-1-2 qui fait souvent, ou 1-1 et il passe par-dessus comme il a mis à Adesanya, ça passe énormément. Et ça, c'est une spéciale d'Aguirre Imavov déjà. Parce que c'est Daguerre Imavov qui a montré ça à son frère. Donc voilà. Ensuite, sur le plan technique, bon, je viens de le dire, il a une très bonne anglaise. Mais ce que moi je trouve aussi, c'est qu'il a une bonne gestion de la distance en attaque avec l'anglaise. C'est-à-dire que en anglaise, il y a trois types de distance. Il y a la distance, alors, de direct. Il y a la mi-distance où on est dans, je dirais, l'uppercut, le crochet. Et enfin, il y a la courte distance Corps à où là, corps. on est sur ouais, la Ouais, plupart sur du du temps, on est clinch, sur ouais. du travail corps-tête. Hmm. Corps-tête ou tête-corps. C'est-à-dire vraiment très proche. Cette distance-là, pourquoi j'ai dit la distance en anglais, c'est parce qu'en MMA, on ne parle pas de ça. En MMA, on parle de longue distance, on parle de moyenne distance et de clinch. Et
certains même ont rajouté des notions hein, qu'il faut connaître, hein, c'est important, notamment par rapport à quand tu es coach, tu dois connaître. On appelle ça les ranges, c'est-à-dire le boxing range ou le kicking range. On appelle ça aussi tu vois, le kick, ça veut dire ta distance de kick. Le boxing, c'est la distance de poing, tu vois. Le boxing range, le kick, ou comment dire, le kick range, tu vois. Donc, ou alors, tu as le clinch, dans lequel soit tu vas faire du dirty, ou soit tu vas tenter le wrestling, ou la chaîne wrestling. Donc voilà, la chaîne wrestling qui veut dire la lutte en chaîne. C'est-à-dire quand tu commences à faire des techniques de lutte avec des systèmes de contrôle, de body lock, de single leg, de double leg, que tu les mélanges et que tu vas chercher aussi, ça peut faire contrôle de bras intérieur, contrôle de bras extérieur, contrôle de poignet, contrôle de l'aisselle, contrôle de l'épaule. Bref, des choses qui sont un peu plus compliquées. L'idée n'est pas de faire le savant, l'idée est de faire comprendre pourquoi on trouve que voilà, il y a des points forts chez l'un et chez l'autre. Donc, je trouve qu'il a une bonne distance en anglaise. Et ça, je pense que ça va avoir son effet sur Caio parce que si tu regardes bien ses combats, il commence ses combats, il a du mal à rentrer dans la boxing range, justement. Lui, ce qu'il aime, c'est rester à la kick and range. Tu vois? Donc, ensuite, sur le plan technique, Nassour, c'est quelqu'un qui varie énormément les zones de frappe. Et il a une très bonne lutte défensive et il a un catch control qui est assez correct. Même s'il a réussi à se faire amener au sol et qu'on l'a vu, malgré tout, c'est correct ce qu'il fait. Il connaît sa lutte défensive avec le système de pression sur la gorge avec son front, avec le système de contrôle en underhook, avec le whiz, avec son whizzer, avec les contrôles de poignet, avec le fait de faire casser les prises, avec le fait de faire des pivots, de se mettre de profil pour pas se faire amener. Il connaît sa lutte défensive, il n'y a pas de souci, c'est très correct. Et enfin, sur le plan tactique, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a une bonne coachabilité. Il écoute bien son coin. Et pas que Nicolas Hoth, il écoute aussi bien son frère Daguerre. Parce que j'ai souvent l'impression que les deux se complètent, en fait. Que ce soit Daguerre ou Nico, ils se marchent pas l'un sur l'autre. Ils ont cette faculté et cette complicité pour que, même si Nicolas Hoth est le head coach, malgré tout, quand Daguerre intervient, c'est toujours avec pertinence, je trouve. Et donc, ils sont deux à être capables de donner des bonnes informations. Et Nassour, on dirait qu'il a cette faculté de savoir écouter avec une oreille Nicolas et l'autre oreille son frère. Et les deux fonctionnent très bien. Et enfin, ce que moi je trouve avec Nassour, et il nous l'a montré avec Adesanya, c'est que maintenant, il sait mixer les distances de combat par des transitions. Tu vois, par exemple, pour le premier round avec Adesanya, il nous a montré il est quand même, alors, Adesanya a bien défendu, etc., mais il est quand même rentré en lutte. Il est quand même rentré en lutte et il est rentré en lutte bas. Alors que généralement, les poids lourds, ou à part Jetton Almeida, hein, mais les poids lourds, les, les light heavyweight et les middle, ils aiment pas partir dans les jambes. Comme on est grande taille, tu vois, quand tu as 1,91 m, c'est dur d'aller en diagonale vers le bas et surtout qu'on sait qu'on peut se faire contrer. Donc il faut être hyper rapide, voire hyper précis parce qu'on n'aime pas ça. Et bah pourtant, lui, il arrive à descendre suffisamment son centre de gravité pour prendre ses adversaires en double leg ou comment dire, en single leg. Il fait pas que du body lock. Donc ça, c'était ça. Pour Caio, lui, sur le plan physique, c'est quelqu'un qui est très résistant et qui est endurant en lutte. On le voit dans ses combats, même quand il a été sur certaines phases dominé, il a réussi à toujours résister et pas perdre trop de carb là-dedans. Et enfin, pour ma part, je le trouve extrêmement puissant en kick. On l'a vu contre Canonier, quand il a fait ses cal kicks, quand il a envoyé ses middle ou ses high kicks, on a vu qu'il était hyper puissant. Hein, j'ai noté, Ensuite, moi, que c'était beaucoup en garde ouverte. Que j'ai remarqué qu'il switchait beaucoup, il changeait beaucoup de garde et que les calf kicks, il les utilisait beaucoup quand il était en garde ouverte et notamment les stop kicks aussi. ouais, il a utilisé ce que tu appelles les stop kicks, c'est les espèces de Euh, side c- kicks sur le genou, là. Tout à fait, un petit peu Ouais, plus ok, au-dessus du d'accord. genou. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, bon, j'ai regardé ces 5 derniers combats, là, parce que je voulais avoir une idée claire de ce qu'il était capable de faire, parce que l'idée n'est pas de remonter à 2020, il a progressé depuis, mais je voulais quand même voir ce qu'il a fait, donc j'ai regardé comme toi les 5 derniers combats, et effectivement, je te rejoins là-dessus. Il change de garde, etc., mais ça reste un gaucher. Et enfin,
il est puissant en kick. Sur le plan technique, bon, on vient de le dire, il est excellent dans ses calf kicks et dans ses low kicks. Et il est très bon au sol, que ce soit en attaque et en défense. Et il a un gros grain de pound avec les coudes. Regarde ce qu'il a fait à l'Écossais, là. Mince, comment il s'appelle déjà? Paul Craig. Paul Craig, voilà, exactement. Tout à fait. Waouh, c'était terrible. Et enfin, là où je le trouve plus fort, c'est sur sa faculté d'adaptation. Il a une très bonne lecture du combat. Ça veut dire qu'il est capable de te lutter à toi, mais avec l'autre, il est capable de le striker. Et à l'intérieur même du même combat, il peut mixer en fonction de ce qui se passe. Et surtout, je trouve qu'il sait gérer les temps faibles grâce à sa mobilité. Tu as l'impression qu'il est statique comme ça, qu'il fait pas grand-chose, mais là, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Et quand il est dans le jus, il sait gérer ces temps-là. Et ça, c'est un gros point fort. Parce qu'il faut savoir, à un moment donné dans le combat, se dire, attends, là, j'ai pas toutes les armes de mon côté, il faut que j'endorme l'autre. Et ça, il sait très bien le faire, endormir son adversaire. Je voudrais qu'on passe maintenant au point faible. Donc, pareil, hein, on reste sur le même principe, physique, technique, tactique. La seule chose que j'ai rajouté, c'est le côté émotionnel. J'aurais pu mettre le côté affectif, mais je pense que le côté mental n'a rien à faire là-dedans. Je pense vraiment que c'est sur le côté émotionnel qu'il peut se passer quelque chose. Donc pour Nassourdine, à mon sens, il y a un petit déficit de force. Alors pas de force, parce que tu vois, quand il est pas de puissance, hein. Il est toujours puissant parce qu'il est rapide. Et comme je te l'ai dit, la puissance, c'est la force fois la vitesse. Mais à mon sens, par rapport à sa catégorie, je pense qu'il a un petit déficit de force et surtout de résistance musculaire en lutte. On a l'impression que il laisse beaucoup de plumes lorsqu'il lutte ou lorsqu'il défend la lutte. On a vraiment l'impression que on avait pu voir ça avec Phil Hawes, on avait pu voir ça alors tu me diras, il a changé de préparateur physique, etc. Avec Tout ça, Dolidze je le aussi. sais. Avec Dolidze, on a vu qu'après les. Ouais, Il y il a... était pas mal Ouais. éprouvé. Mais même avec Buckley, si tu veux aller par là, tu vois. Hmm. Avec Joachim Buckley, on a vu que le dernier round, il était fatigué. Contre Strickland aussi, on a vu que bah voilà, sur le plan physique, des fois, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Tout à fait. Donc, il faudra faire attention. Sur le plan technique, bah, le point faible de Nassau, on l'a vu avec Brandon Allen, c'est un peu sur le dos, tu vois. Même s'il a, dans le premier round, tu vois, ce qu'il a fait, on s'est dit, waouh, comment il va. Même si comment dire, il limitait la casse, il défendait bien, etc. Mais il a du mal à renverser ou à scrambler, ou tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé que sur le dos, bah, ça restait quand même quelque chose qui était pas le plus optimum dans son jeu, alors que l'autre, bah, il est chaud au sol. Donc il faudra faire attention. Ensuite, je pense qu'il est vulnérable au calf kick. Il bloque peu. Il bloque très peu, Nassour. Il bloque pas suffisamment. J'espère qu'avec l'arrivée de Rodrigo Alamos dans son coin en tant que professeur de Muay Thai, ça changera. Mais c'est sûr que s'il se prend les calf kicks que Cannonier s'est pris, à mon sens, il va y avoir des difficultés. Et enfin, je trouve qu'il est assez répétitif dans ses gammes, notamment en anglaise. Tu vois, il a tendance à faire peut-être 3, 4 fois la même chose à quelque peu d'intervalle. Et sur le plan tactique, je le trouve parfois passif. Des fois, il fait pas grand-chose. Il y a trop de feintes. Il y a trop de feintes. Des fois, il manque d'initiative, je trouve. Et quand il cadre souvent sans frapper. Il y a plusieurs façons de cadrer, donc par les déplacements, par le blocage de la mobilité de son adversaire, ou par des jabs ou des 1-2, des doublettes du bras avant, etc. Et lui, il n'utilise pas ça. Et enfin, sur le plan émotionnel, on connaît l'ego et l'orgueil de Nas. On sait il peut être victime de son émotivité. On l'a vu avec Buckley, on l'a vu avec Curtis. Voilà, on sait que ça, il va falloir qu'il le mette de côté. Ouais, dans le combat, il a tendance à laisser ses émotions prendre un peu le pas et on peut penser que Kylo pourrait essayer du moins de jouer là-dessus. Même si là, Bah, les enjeux sont tellement importants. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus. Je sais plus sur quel passage, sur quel podcast j'avais entendu parler de ça. Je crois que c'est Nicolas Haute qui en parlait. Que son frère Daguerre avait fait beaucoup de préparation mentale avec son frère. Bah, il me semble que c'est Nassourdine qui en parlait. Alors, de la préparation mentale. Enfin, du moins, ils l'ont fait prendre conscience de tout ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ce côté émotionnel, bon, c'est bien de le souligner, hein, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais je pense qu'aujourd'hui,
du moins c'est balayé, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a eu pas mal de progrès. Mm. Une maturité, Ouais, tu vois, ouais. de... Mais c'est sûr qu'il faudra pas qu'il balance encore une insulte en plein combat Tout à au fait. coin comme il a pu le faire, tu Après, ça, vois. c'est le côté un peu, c'est le côté un peu Sancho daguestanais, tu vois, avec les valeurs et les principes. Voilà, ça dépasse le sport. Eux, bah, il y a pas de limite, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, il faudra pas que Ouais. ça en vienne à là, et du moins, surtout dans le combat, parce que ça pourrait jouer en sa défaveur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pas tomber dans ce piège. Parce que l'autre a commencé déjà à essayer de lui rentrer dans le cerveau par déjà de la manière dont il a réussi à avoir le combat, par les petites vidéos, par les petits posts qu'il a fait sur ses réseaux sociaux. Et je suis persuadé qu'il va vivre une Fight Week où il aura quelqu'un qui va le provoquer de A à Z. Donc, c'est obligé que Caio va provoquer Nassourdine toute la Fight Week. Et Donc, il va essayer de le il faudra sortir de qu'il son reste combat, ouais. bien. Exactement. Il va falloir qu'il reste bien concentré et qu'il tombe pas dans ce piège-là. Parce qu'on sait qu'il peut, hélas, tomber dans ce type de piège. Parce que c'est quelqu'un C'est qui un jeu déteste le dangereux. manque de respect. Ils ont Non, mais c'est enclenché un parce que petit c'est peu le comme ça. trash talk. Non, mais j'allais dire, ils ont enclenché un petit peu le trash talk tous les deux. On a vu Nassourdine qui a répondu avec une vidéo. Ils se sont provoqués. Donc voilà, mais attention à justement ne pas s'y perdre dans ce jeu de trash talk, même si ça reste gentil hein, entre les deux. Ils s'échangent des DM. Donc tu vois, et c'est ça qui me rassure, c'est que Nassourdine, j'ai l'impression, il a compris que c'était le game, quoi. Et peut-être qu'au début, il avait un peu du mal à faire la distinction entre, tu vois, le côté réseau provocation et dans la vraie vie, on le voit face à Buckley, tu vois. Quand il faisait des vidéos avec le sac de frappe qu'il jetait et que d'un coup il se retrouve dans la Fight Week en train de signer les posters, Nassourdine, il n'arrive pas à garder son calme. Et là, j'ai l'impression qu'il va pouvoir le faire, tu vois, parce qu'il a compris qu'il y a les réseaux et il y a quand ils sont en face, c'est plus la même chose. On le voit, Buckley, il provoquait pas Nassourdine en face à face, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que Caio, il va appuyer là-dessus quand même. Ok. Là où tu as raison, c'est que Nassourdine a compris. Et quelque part aussi, tu sais, son père lui a fait des remontrances par rapport à ça. Daguerre et son frère, son grand frère Ouais, Ibrahimovic. grâce à son entourage, hein, même Younes, je Ah, pense, son absolument. manager qui lui a dit, écoute, nous on va gérer cette partie un petit peu Bien trash sûr. talk, tu vois, quand on voit Bien la sûr. vidéo qui a été faite. Donc Ouais, bien voilà. sûr. Mais tu fais bien de le souligner, hein. Voilà. Bah, du coup, je vais essayer d'être un peu plus rapide sur les points faibles de Caio parce que je vois qu'il nous reste que pas beaucoup de temps pour cette première partie. Donc, du coup, sur le plan physique, moi, je le trouve pas très explosif en point, tu vois. Je trouve pas qu'il est particulièrement un punch de malade et je trouve que même il est répétitif. Tu sais, il utilise une espèce de. Donc, c'est un crochet large du bras avant, tu vois, qu'on appelle un swing. Mm. Il est souvent dépassé par les combos et il balance un peu son crochet large là du bras avant comme ça un peu. Il n'est pas très explosif en point, je trouve. Et malgré tout, il se fatigue beaucoup à se déplacer comme ça. Mm. Et ça se voit dans le deuxième ou troisième round où là, il arrête les déplacements et il a tendance à changer de garde plutôt que se déplacer comme ça en latéralité. Sur le plan technique, je le trouve extrêmement faible sur la défense des points. Heureusement qu'il a une garde hermétique. Heureusement que voilà, il a une garde compacte, tu vois. Ah, puis il encaisse, hein. Il Mais encaisse, c'est hein. ce que j'allais te dire, c'est ce que Mm. j'allais te dire. Il est Il, solide, le monsieur. il fait trop de parades bloquées pour moi. Il n'y a pas assez d'esquive, il n'y a pas assez d'absorption, Il il n'y a a pas assez de confiance. parades placées, Il a il n'y a pas confiance en assez de son retrait menton. du buste. Ouais, mais c'est ce qui va causer sa perte, je pense. Ok. Parce que il sait pas, franchement, son organisation défensive en anglaise, elle est pas digne d'un combattant de ce niveau, en fait. Tu peux pas faire que des parades bloquées, je mets les mains ici, fort, et l'autre, il met toute sa race dedans. Un jour ou l'autre, tu vas tomber sur un os. Tu vois? En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, pareil, il défend mal les jambes. Il les saisit pas et il les bloque pas. Et il n'y a jamais de transition entre le striking et la lutte. Soit il te cadre et il rentre en lutte, soit il te frappe. Mais il ne sait pas mélanger un 2 je saisis. 1, 2, 3, je saisis.
un, je vais sur le côté, un, deux, hop, je saisis. Il sait pas faire ce genre de choses. Hmm. Il est assez facile à lire, en fait. Sur le plan tactique, comme je viens de te dire, je trouve qu'il est répétitif. Donc, il fait beaucoup de crochets larges. Il fait que des directs. Il fait pas du percut. Il fait pas de crochet. Il fait que des crochets larges avec son bras avant, etc. Il n'a pas beaucoup de finition. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps dans la gestion. Il prend très peu de risques. Et je trouve qu'il est parfois passif, en fait. On a l'impression qu'il met la pression, mais c'est que sur le plan de la mobilité. Et enfin, et tu viens de le dire tout à l'heure, c'est un mec qui gratte l'amitié. C'est-à-dire. Bah, c'est un mec qui va essayer de diminuer. Il a besoin de faire copain-copain avec son adversaire. Intéressant. Ok. C'est-à-dire que c'est un mec, il a besoin de tout le temps checker entre les rounds. Il a besoin, comme si il fallait que l'autre ne lui fasse pas trop mal, tu vois. Tu vois, tu me dis qu'il parle en DM avec Nassour. Il lui balance des petits mots. Tu vois, on dirait gratter l'amitié, ça veut dire en gros, il s'arrange pour que Oui, il l'autre ne essaye soit de pas trop créer, méchant avec lui. il essaie de créer quelque chose Il essaie de de. créer une connexion, en fait. Voilà, et cette connexion dans le combat, c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça me faisait penser à une phrase de Christophe Midou qu'il avait dit à Manon Fiorot, qu'il avait dit quand le combat il commence, tu checkes pas, tu vois. Et je trouve que, enfin, tu sais, Ça même, reste, voilà, ça ça, reste un tête-à-tête. voilà, exactement, parce que Un vraiment, combat, c'est un tête-à-tête. il y a pas de place à cette petite partie à l'émotion qui peut, voilà, euh, rendre Genre, le. c'est t'inquiète pas, il n'y a rien de personnel. Donc, du coup, pour moi, bah, mon pronostic, hein, elle rejoint celle du bookmaker. À savoir que, bon, moi, je suis pas très doué sur tout ce qui est bookmaker, paris, cote. Je t'avouerai que c'est pas des choses sur lesquelles je suis très familier. Mais malgré tout, ça peut être un indicateur. Donc, du coup, je l'ai pris en considération. Et d'après les bookmakers, la cote, elle est de 4,6, c'est-à-dire 1,67. Soit 56% des bookmakers qui seraient pour une victoire de Nassourdine Imavov. Et les experts, donc pas les bookmakers, mais les experts du game du MMA, quand on sur un sondage de je sais plus combien de personnes, il y a 52% qui donnent une victoire de Nassour. Donc moi, mon avis, c'est que Nassour va gagner aussi. Voilà. Je pense pas que ça sera une finalisation. Pour moi, ça va aller à la décision des 5 rounds. Et je pense que Nassour gagnera 3 rounds à 2. Ok, donc tu vois le combat quand même serré. 3 rounds à 2, Oui. c'est. De toute façon, voilà, les bootmakers, 56% une victoire, c'est l'edge. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu m'avais demandé aussi de réfléchir sur le game plan. Donc, forcément, si je fais un game plan, je vais me mettre du côté de Nassour. Ben, en plus que moi, ça m'intéresse parce que Kylo, à l'UFC, il n'a pas perdu. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de game plan pour le battre. Nassourdine, il a déjà perdu. Il a énormément progressé, mais je trouve que c'est plus facile d'établir un game plan pour battre Nassourdine Imavov que pour battre Kylo. Parce qu'aujourd'hui, pour battre Kylo, sur quoi tu t'appuies, mis à part ses forces et ses faiblesses, mais ça reste encore à prouver de pouvoir le battre. Parce que oui, il paraît pas très très bon. T'as évoqué, franchement, je vais rien rajouter sur l'analyse que tu as fait de ce combattant-là, mais en tout cas, son style marche et, et il gagne et il est invaincu à l'UFC, tu vois. Donc voilà. Maintenant, je le répète, il n'a pas affronté un adversaire de la trempe de Nassourdine Imavov, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Et en sachant que euh, du côté de Kylo, ils ont quand même un fight IQ, que ce soit, bah, tu l'as dit, dans la cage, mais aussi en dehors de la cage. Les Fighting Nerds, ils sont réputés pour utiliser énormément des datas. Ils ont carrément un mec, alors vous m'excusez, j'ai plus le nom de cette personne-là, il est passé sur Fightmine. Ils ont une personne qui est dédiée pour analyser, tu vois, les combattants. Ça, c'est encore aujourd'hui dans les entraînements, dans les gyms, pardon, ça se fait pas, tu vois.
Il n'y a pas de vraiment, c'est les head coach qui font ce travail-là. Eux, ils ont carrément dédié ce travail à une personne. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un côté très fight IQ, tu vois. D'où leur nom, tu vois. C'est des intellos du combat et j'ai envie de penser qu'ils vont pouvoir sûrement trouver des choses à exploiter avec le style de Kylo. Mais je te laisse nous parler du game plan. Bah, de toute façon, il faut que tu saches que de plus en plus dans les sports de combat, on se rapproche de ce qui se fait en NBA, en NFL, au baseball, au hockey aussi, tu vois, en NHL, au football, au soccer, tu vois. On se rend compte que dans les sports de combat, on a peut-être pris du retard par rapport à ça. Et tu vois, si je prends quelqu'un comme Lionel Brézéfin, qui est le boss du projet MMA, il a été recruté à la base dans la Fédération française de boxe pour s'occuper de la performance et particulièrement sur les datas, justement, sur l'équipe de France et sur les données qui pouvaient être exploitées et exploitables. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté sur le plan de la culture générale par rapport à ça. Il nous a expliqué un peu différents indicateurs, différents marqueurs, différents critères sur lesquels il se basait pour optimiser le résultat et la performance des athlètes qui sont en équipe de France de boxe. Donc, en tout cas, pour ma part, donc, ce que je vais te proposer, c'est un game plan qui, je pense, pourra battre Caio, même si il est vrai, tu as tout à fait raison, ces derniers combats, il ne les a pas perdus. À l'UFC, il reste invaincu et que c'est un problème. Mais j'ai envie de te dire que tout problème a une solution. Ben justement, j'allais te poser une question. Toi, en tant que coach, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir faire un game plan pour un de tes combattants qui affronte un adversaire qui n'a jamais perdu? Est-ce en tant que coach, on a plus de difficultés à, à faire un game plan quand l'adversaire qu'on a n'a pas perdu, contrairement à un qui a perdu? C'est peut-être une question un Alors, peu bête, mais non, non, c'est pas une question bête. Au contraire, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile de faire un game plan sur quelqu'un qui n'a jamais perdu parce que ça veut dire que personne n'a ouvert le chemin et mis la lumière sur une faille. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas avoir, même dans le brouillard, déceler des parcelles de chemin qu'il faut exploiter. Mais là où tu as raison, c'est que pour l'instant, vu qu'il n'a pas perdu, on va y aller en éclaireur. Donc c'est ça. Tu as entièrement raison. C'est plus difficile pour un coach de mettre un game plan en place pour quelqu'un qui n'a jamais perdu. Voilà. après, c'est pas pour saucer Nicolas Haute, mais je pense que si aujourd'hui il y a un coach à l'UFC, enfin, tu vois, avec Nassourdine, étant donné qu'ils travaillent ensemble depuis des années, parce que c'est ça aussi, quand on établit un game plan, il faut connaître parfaitement l'athlète qu'on a. Et je pense que lui, il va pouvoir, avec les qualités de Nassourdine, trouver la faille. Après, est-ce que Nassourdine arrivera à l'exploiter en combat? Ça, c'est encore, c'est toute la beauté du MMA, hein. En tout cas, en toute humilité, je vais essayer de me transposer, de me télétransporter dans la peau de Nicolas Hott et de devenir par procuration celui qui va mettre un game plan à la place de Nicolas et c'est ce que je te propose. Voilà comment j'aurais abordé les choses sur le plan mental, physique, technique et tactique avec Nassour. La première chose que je t'ai dit, un des points faibles des deux, c'est un, l'émotivité, et l'autre, il gratte l'amitié. Donc, je vais utiliser son ancrage daguestanais. Je vais commencer à transformer Nassour. Je ne pourrais pas garder Nassour sur le plan de l'intelligence purement informationnelle. Je vais le garder dans l'intelligence émotionnelle. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence? L'intelligence informationnelle, c'est le fait qu'il y ait des lectures de choses à prendre en compte et je restitue une réponse en fonction des informations qui sont traitées par mon cerveau. Là, je pense qu'il va falloir, sur le plan du mental,
afficher directement une pression. Je te donne un exemple. Ici, c'est Paris. Ici, tu es chez moi. Et la France entière est avec moi. Et ce n'est plus seulement toi contre moi, mais c'est maintenant France-Brésil qu'on en incarne, toi et moi. Je vais te mettre une pression et la foule va te mettre la pression. Puisque tu es quelqu'un qui, toi, gratte l'amitié, puisque tu es quelqu'un qui, toi, aime faire des connexions, puisque tu as besoin, en gros, d'être en relation, je vais te faire comprendre directement que là, tu es sur un terrain ennemi. Et je vais te faire comprendre que là, aujourd'hui, il va falloir maintenant que tu puisses assumer que tu es venu me courir après, que tu es venu me provoquer, me challenger. Maintenant, tu vas devoir prouver ce que tu as dit. Et on verra si tu arrives à assumer. Parce que moi, je vais te faire comprendre que j'ai un ego. Et j'ai un ego de champion. Tu as voulu titiller le lion. Maintenant, je vais te montrer que le lion n'est pas mort ce soir, mais que le lion et le roi de la jungle étaient dans ma jungle. Voilà sur le plan affectif, psycho-affectif, mental, comment je vais aborder la chose. Je Ouais, vais mettre la ça, c'est pression vraiment sur Khalil. le mental lors de la Fight Week, par exemple, il faudra lui Je montrer que, vais lui mettre la ouais, pression. sur le fait qu'il est chez nous, enfin, voilà, qu'il est en terrain, Il est en terrain ennemi maintenant. voilà, exactement. Ok. T'as voulu me Et ça, il faut y chatouiller. jouer. Tout à fait, c'est Et important. On est à ouais, domicile, un peu comme un classico, tu vois. En plus, exactement. Nassourdine pourra compter sur le soutien du public. On va mettre la pression sur Caillot. Il est chez nous. Ici, c'est Paris. Ici, c'est la France. Ici, on va maintenant, on va faire en sorte que la foule, que ce soit pas un adversaire que Caillot a affronté, mais qu'il ait deux adversaires, le public et nous. Et je vais lui faire comprendre maintenant c'est qui le roi de la jungle. Et puis en C'est plus, qui le le lion public, dominant. on peut compter sur le public français pour leur faire comprendre que même au Brésil, bon, même si ils savent mettre l'ambiance, hein, les Brésiliens, mais quand il va rentrer à Bercy, ils vont sentir justement comme on dit au foot, hein, le 13e, le 13e joueur, tu vois. Là, ça va Ouais, être, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut dire que si le combat, à l'inverse, Nassour, il est au Brésil, ça serait pas du tout la même chose. Mais c'est normal, en fait, il faut jouer avec ses armes. Donc voilà. c'est ça. Et Mm. le coaching, si tu veux, c'est ça. Comme j'aime à dire, le coaching n'est pas l'entraînement. Le coach n'est pas toujours l'entraîneur. Il peut être les deux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que entraîner, c'est améliorer les performances sur le plan technique, tactique, physique, mental, etc. Coach, c'est de mettre l'autre dans un climat psycho-affectif optimum. Ça veut dire que on obtient le maximum de ce qui se fait faire au moment présent. C'est ça le coaching. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que sur le plan mental, je préparerai Nassourdine. Et dès le début de la Fight Week, ça veut dire que ce n'est pas toi qui rythme les échanges. Je vais rythmer les échanges. Parce que j'aurais pu faire le choix inverse. Faire, tu parles pas. Tu le laisses parler, tu ne réagis pas. Ça aurait pu être aussi un choix en disant, voilà, aux provocations, tu ne parles pas. Face à ce qui va être dit, tu ne réagis pas. Ça aurait pu être aussi un choix. Et tu laisses exprimer les choses. Ça veut dire que ça glisse sur toi. Tu es là, mais en fait, il n'y a rien qui rentre sur toi. Il n'y a rien qui te déconcentre. Mais moi, je veux faire plus que ça. Comme j'ai trouvé une faille, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une faille. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que je me trompe et que je suis complètement à côté de la plaque. Mais moi, pour moi, ce mec-là, il essaye de gratter l'amitié. Ça veut dire il essaye de créer des connexions. Eh bien, je vais créer une connexion avec toi, mais je vais te créer une connexion qui va te mettre en stress. Comme tu as l'air d'être un cérébral, je vais m'attaquer à ton cortex. Puisque vous êtes les fighting nerds. Vous arrêtez pas de nous dire que tout se passe au niveau du cerveau, du cortex et patati patata. Mais je vais rentrer dans ton cerveau et je vais le prendre comme ça et je vais le mettre à l'envers pour qu'il réfléchisse mal. Et pour ça, je vais te mettre sous pression. Parce que qu'est-ce que ça donne un caillot sous pression? On ne sait pas. Donc, je m'aventurerai, je prendrai le risque
de jouer ce jeu-là, de lui mettre la pression, de lui dire, tu m'as pissé dessus, maintenant que tu es en face de moi, qu'est-ce que ça te fait? Regarde, quand tu es à côté de moi, je respire ta peur, je respire ta crainte. Je le mettrai dans une situation où il est obligé de prouver à lui-même et aux autres qu'il n'a pas peur. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Et j'essaierai de faire ce qu'on appelle une pression psychologique sur ce mec-là. Ça, c'est sur le plan mental. Ensuite, sur le plan physique, je ferai exactement ce que je t'avais dit pour BSD. Comme c'est des mecs qui contrôlent le tempo du combat, Il faut leur c'est imposer un moi qui rythme. contrôle. Ouais. Voilà, j'imposerai le rythme du combat par l'offensive. Et j'essaierai d'asphyxier Caio. Ça veut dire que tu vois là, lui, il tourne tout le temps. Et Canonier l'avait bien fait au début, hein. Canonier l'avait bien fait, hein. Au début, Caio, il avait que ses calf kicks pour lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'arrêtait pas d'aller à droite à gauche. Il donnait même pas une seule patate, tellement il avait peur de la force de frappe de Canonier, parce qu'il savait que l'autre en face, c'est une marmule. Donc il avait tellement peur de se prendre des pêches qu'il tournait. Et c'est quand il a vu que ces pêches, il arrivait à les comprendre, etc., qu'il a commencé à dire, ah, mais en fait, il n'est pas si dangereux que ça. Mm. Ben là, donc, moi, je pense qu'il va falloir imposer son rythme à Caio. Il va falloir l'asphyxier. Et l'asphyxier avec des jabs et des 1-2, des doublettes 1, que des points qu'il utilise très bien, lui mettre un gros volume, une grosse intensité par les ponts. C'est Ah, comme ça que ouais, bien sur sûr. le plan physique, j'essaierai je demanderai, et je demanderai pas à Nassour d'être passif, comme il a pu faire des fois avec... je lui demanderai de mettre la même pression qu'il avait mis sur Curtis ou qu'il avait mis sur Dolidze. Ouais, il va falloir. Rappelle-toi, Dolidze s'est fait toucher dès le premier round. Ouais, tout à fait. Il va falloir avancer en fait. Il va falloir avancer. Exactement. Et et il y avait quelque chose aussi que je voulais souligner quand tu parlais de Kylo. Sur le combat face à Cannonier, on a pu voir c'est l'utilisation des genoux. Très dangereux. Moi, j'ai grosse crainte sur cette arme qu'il a. Voilà. Il a un joli coup de genou sauté, Hmm, Kylo, c'est clair. Mais en tout cas, moi, sur le plan physique, c'est ce que je ferai. Et maintenant, sur le plan technique, je continue. J'essaierai d'imposer un combat d'anglaise. tout à fait. Je voudrais pas faire du MMA avec Kylo. Je te rejoins. Parce qu'il est fort en lutte, il est Hmm, fort contre la cage et il est fort au sol. Donc j'essaierai de faire un combat d'anglaise. Donc qu'est-ce que je ferai? J'utiliserai beaucoup les poings et j'utiliserai aussi les genoux. Ça veut dire que quand Kylo il va vouloir venir, qui rentrait, utiliser les genoux. Et ça, il sait très bien le faire depuis que Rodrigo s'occupe de lui, tu vois. Il a un très bon genou arrière, Nassour. Il a un très très bon genou arrière. Et je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Ensuite, sur le plan technique, il va falloir bloquer les kicks. Parce que Kylo, il a des super calf kicks, il a des super low kicks. Donc il va falloir qu'il bloque. Et ensuite, la défense de lutte, il va falloir faire en sorte qu'il la contre, non pas par ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire le clinch, c'est-à-dire le underhook, le whizzer, tous les... Non, il va pas falloir faire ça. Il va falloir qu'il fasse de la mobilité. Au lieu de défendre la lutte par le clinch, il va falloir défendre la lutte par le timing et par la mobilité les déplacements. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? tout à fait, bien sûr. Au lieu d'accepter, Hmm. comme il avait fait avec Phil Hawes, ou comme il avait accepté avec Brendan Allen, au lieu d'accepter le clinch, il faut qu'il défende la lutte par les déplacements, par la mobilité. Ben, on sait que Nassourdine, en plus, il a ces ancrages qu'il a eu au MMA Factory, le toucher sans être touché. Je pense que ça peut être utile face à Kylo pour éviter s'il veut essayer de l'amener dans les premiers rounds en lutte. Et notamment, on l'avait vu c'était face à Dolidze ou Canonier, je sais plus, quand Nicolas Haute lui avait dit, mais non, pose-toi un peu sur tes appuis. Donc je pense qu'il va avoir un switch à faire, pas pendant un round, mais plutôt d'un round à l'autre pour un peu brouiller Kylo. Et ça va être intéressant, mais tout dépend comment Kylo va vouloir essayer de battre Nassour, tu vois. C'est là que ça va être un duel, ça va être un jeu d'échecs, hein. Clairement, là, on est sur une Moi, partie je pense que, d'échecs. moi, je pense que Kylo va vouloir faire une Brendan Allen premier round bis. Tu penses qu'il va essayer d'amener au sol Nassour? Je pense qu'il va l'allumer à coup de kick et ensuite il va vouloir faire comme Brendan Allen.
c'est-à-dire l'emmener au sol. Parce que c'est vrai que ce premier round, il nous a montré des failles chez Nassour. Il a Alors, su après rebondir ouais, puis en plus, intelligemment, j'ai envie de te dire, intelligemment. Kylo, on a vu dans le combat de grappling avec Allen, il défend super bien la guillotine. Même à un moment, je crois que c'est lui qui en engage une. Pareil avec Almeida, à un moment, enfin, il y a des scrambles. Enfin, quand t'as fait du sol avec Almeida, ça Bah, met en Almeida, confiance le déjà. temps, Almeida, en fait, il fait une erreur en fait avec Almeida. En fait, il fait un truc d'enfant, ça, j'ai pas compris. Il veut faire une ouverture de garde en mettant son bras à l'intérieur de la garde fermée. Et ben l'autre, ça n'a pas manqué. Il lui a pété un triangle, puis après Juji, puis après la classique, quoi, le système triangle, Juji, omoplata. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi il fait cette erreur de débutant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a réussi à défendre le reste. Et en fait, tu as raison, avec Brendan Allen, quand il fait son combat là, sur la plateforme de karaté, il rentre un double et il le prend en guillotine direct. Et franchement, Brendan Allen, il sort de la guillotine, mais il a mis du temps avant de la sortir, la Mhm. guillotine. Donc, en tout cas, quand il va se retrouver, si ça se retrouve au sol, il va falloir faire du scramble très rapidement plutôt qu'aller chercher des renversements ou des attaques de soumission. Il va falloir très très vite aller chercher du scramble, tu vois. Se remettre à genoux ou aller chercher la cage ou alors très rapidement chercher les angles pour tourner. Mais en tout cas, il ne faudra pas essayer de faire les renversements, etc. En tout Ouais, cas, c'est ce que je pense. déjà, si on arrive au sol, ça va être dur parce que ça Ça va. risque d'être dur. Ben, ça risque d'être dur parce que Kylo, je pense qu'il va vouloir justement imposer son physique Ouais, et essayer d'étouffer un peu Nassourdine parce que tu l'as cité, hein, la boxe anglaise, le meilleur moyen de battre quelqu'un qui a des qualités en boxe anglaise, c'est de lui asphyxier les bras, quoi. Et ça passe par soit des middle ou bien au sol im- imposer son poids, tu vois. absolument. Donc, Absolument. je pense Et que c'est ça va pour être ça aussi. que sur le plan tactique, voilà ce que je proposais. C'est vraiment de garder Caio à distance de frappe de direct. Même pas essayer les uppercuts, les crochets. Garder à distance, en boxe ou en boxing range, comme on dit en MMA, tu vois. Et il va Bah, falloir varier en les zones fait, de frappe. Il va falloir varier les zones de frappe, ce que fait Nassour très peu. je Il trouve a que. tendance Oui, à vas-y. taper dans... Excuse-moi, Oui, vas-y, je vas-y. termine juste mon propos. Il va falloir varier beaucoup plus les zones de frappe parce qu'il a tendance à souvent cibler uniquement la tête. Il utilise peu les kicks. Il a ses raisons, mais il n'utilise pas assez les kicks. Et il tape beaucoup à la tête. Donc, il va falloir varier plus ses zones de frappe. Et excuse-moi, je te laisse Non, non, tout à fait. Non, non, c'est terminer. très intéressant ce que tu dis là. Et moi, je trouvais que Kylo, il me faisait un peu penser à Robert Whittaker ou cette garde un peu karatéka ou Lyoto Machida aussi un petit peu, tu vois. Et en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que Nassour aussi, là, ils ont cette faculté justement de faire du in and out un peu. Et Kylo, il l'a aussi, hein. Faut le dire, hein, je le trouve léger sur ses appuis. Donc, Kylo, je pense qu'il va avoir. C'est lui qui va devoir essayer de pourrir un peu le combat. Parce que s'il joue à ça avec Nassourdine, franchement, il va perdre. Tu vois? Je pense que Nassourdine sera bien meilleur que lui dans le toucher sans être touché. Tu vois? Tout simplement parce que déjà, il est Mm. plus alerte. Même si Caio est explosif, il est sur une donnée athlétique. Alors que, comment dire, Nassourdine, il est sur des appuis antéro-postérieurs, mais de Mhm. manière classique, en fait. C'est-à-dire, c'est son rythme à lui, en fait. Tu comprends? Bien sûr. L'autre, il le fait sur le plan athlétique. Donc les deux utilisent leur physique, mais il y en a un, il est relâché quand il fait ses mouvements de antéro-postérieur, et l'autre, il est vraiment, je suis dans l'exercice physique pour faire ça, Mm. en fait. Bah après, Donc, Kylo, je trouve qu'il cadre bien. Mais on sait que Nassourdine, voilà, grâce à ses déplacements, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est la capacité que Nassourdine il a à se déplacer dans la cage. Ça va perturber Kylo parce que je pense pas que Kylo il a affronté un adversaire qui se déplace aussi bien dans la cage que Nassourdine, tu vois. en tout cas, Pas- ce qui est sûr, c'est que Nassour, il devra être dans l'offensive, Mm, il faudra pas laisser de temps faible, mm, parce que l'autre, il s'installe sinon. Il va falloir utiliser son bras arrière aussi, parce que comme c'est un gaucher, il va falloir utiliser son bras arrière beaucoup plus que ce qu'il fait. Nassour a tendance à beaucoup utiliser son bras avant et très peu son bras arrière. Par contre, quand il utilise son bras arrière, c'est toujours précis et ça fait mouche. On l'a encore vu avec Adesanya,
on l'a vu avec Cannonier, on l'a vu avec Dolidze. On sait que quand il met son barrière, mais là, il va falloir l'utiliser à foison parce que tu es en asymétrie là. Donc, il va falloir balancer ton barrière à foison. Et si ça vient en lutte, il perd beaucoup d'énergie avec les contrôles, à aller chercher, à mettre les underhooks, à garder loin, à mettre le body lock, etc. Clinch tie. Clinch tie, paf! Coup de coude, coup de genou. Clinch tie, il descend, genou. Voilà. Souvent, on dit, ouais, le clinch tie, c'est difficilement applicable au MMA parce que l'autre peut descendre, te mettre la saisie sous les fesses, ou te mettre les saisies sur les cuisses, ou te mettre les saisies au niveau des genoux, et là, après, tu vas tomber. Bah, ça dépend comment tu fais ton clinch tie, en fait. Parce que si tu fais ton clinch tie avec les pieds un devant, un derrière, ou les pieds parallèles, mais avec un peu d'écart, je suis d'accord. Mais si tu fais ton clinch tie avec les jambes très écartées, ça va être difficile pour qu'il vienne te saisir. Et surtout, quand lui il descend, il faut tout de suite ramener le genou vers la tête. Il n'y a pas que la tête qui descend, il y a aussi le genou qui monte à la tête. Donc voilà, pour moi, comment dire, qu'est-ce que je ferais comme game plan. Et enfin, bah, je terminerai par la perspective. En cas de victoire sur ce combat, qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher? Il faudrait aller chercher The Boars, Shimaev. Parce que je reste persuadé que Shimaev gagnera contre DDP, même si je dois être dans les 20% de personnes qui pensent cela. Et pour moi, ça serait vraiment la ceinture du Caucase entre le Daguestanais français Nassourdine Imavov et le Tchétchène suédois Hamzat. Chimaev. Ouais, ce serait un beau combat. Ouais, clairement. Voilà. Clairement, de toute façon, c'est le combat qui se profile derrière hein, en cas de victoire de Nassourdine. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais moi te poser une question. Oui, vas-y. Parce que là, on a fait la shadow analyse, c'est bien, mais Ouais. moi, j'aimerais te poser la question suivante. Euh, pour toi, aujourd'hui, est-ce que ce combat, même si pour toi c'était le pire match-up qui puisse être pour Nassourdine, est-ce que tu penses, comme les bookmakers ou comme moi, que Nassourdine gagnera ce combat? Et j'ai pas dit peut gagner ce combat, gagnera ce combat. Ben, en fait, comme je t'ai dit en off, il y a l'intuition, mon intuition, et il y a toutes les données que tu as données. Sur le papier, Nassourdine est gagnant. Clairement, je le vois gagnant, malgré qu'il affronte un adversaire dangereux qui n'a encore pas perdu à l'UFC. Mais mon intuition, moi, je le vois pas gagner. Voilà, clairement, je vois ce combat très difficile. Voilà. Après, je peux me tromper et j'espère me tromper, mais mon intuition pense que ça va être compliqué, quoi. Ça va être un combat, tu l'as dit, à la décision. Alors, moi, je verrai aussi une décision, mais je verrai peut-être un peu plus, tu vois, sur les fins de round, un Kylo un peu, peut-être un peu plus puissant, voilà, un peu plus explosif. Qui est touché un peu plus, qui est un peu plus scoré, qui était un peu plus efficace que Nassourdine, tu vois. Voilà. Qui ait gagné un peu plus de rounds. C'est ce que je Et tu, pense. et tu vois gagner Kylo avec quel type de manière alors? Parce que tu vois gagner les rounds de quelle manière? Bah, je le vois gagner les rounds bah, difficilement, mais je le vois arriver à toucher Nassourdine, quoi. Je le vois arriver à toucher Et Nassourdine, Nassourdine à avec ses utiliser poings, avec ses pieds. bah, les deux. Moi, je le vois arriver à mixer, hein. Tu l'as dit, c'est un combattant qui mixe. Je le vois faire un peu de catch control même. Euh, Ramener au sol Nassour, je ne sais pas, tu vois, si j'arrive à. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que debout, j'ai de grandes craintes. Voilà. Moi, c'est debout. Même si la boxe anglaise, mais voilà, il a les jambes, il a des armes, quoi. Il a des armes, hein. Il est complet, hein. Donc, Est-ce que voilà. toi, tu seras présent là-bas? Non, normalement, non. Je serai pas présent là-bas. Et toi non plus, vu que tu ne juges pas. Non, ouais, ouais, je Ouais. serai pas là-bas, hélas. C'est bien dommage parce que même si je suis très content pour Nassour et
pour comment dire, Benoît et qu'il y ait William et Oumar Sy dessus. Je te cache pas que en vrai, avec Nassour, je suis derrière Fares Ziam à 100 000%. De toute façon, moi, enfin, nous sommes derrière tous les Français. On a envie qu'ils gagnent tous, comme ça s'est déjà passé. Maintenant, voilà, moi j'ai dit, c'est l'intuition que j'ai. Même à l'annonce du combat, j'aurais préféré que Nassourdine il patiente et qu'il attende son, son title shot, tu vois. Là, je trouve que le risque, il est. Voilà, de parce que, comme je t'ai dit, il y a pas de game plan pour le battre. Maintenant, tu l'as dit, Nassour, il a les armes pour le battre quand même, mais ça va être difficile, hein. C'est franchement, il faut saluer la prise de risque et le combat. Ça va être un combat. Tu trouverais que c'est pour qui que c'est le plus dur pour Nassourdine ou pour BSD de gagner? BSD. Ouais. Parce que je vois Nassourdine gagner, moi. Alors que BSD, je le vois perdre 51% pour Rufi, 49% pour BSD. Parce que j'ai peur que BSD euh, nous fasse le va-t-en-guerre. Même s'il faut que BSD reste BSD, mais avec des fighting nerfs, c'est tellement dangereux. Ah non, mais clairement. Et puis voilà, hein, ils viennent, comme tu l'as dit, ils viennent à Paris. Donc, bon, certes, ils seront pas chez eux, mais je sais pas. Tu vois, Kylo, je le trouve tellement compliqué quand on a vu ses combats. Même. Alors, il a pas fini canonnier, hein, attention, il a pas autant de finalisation. Nassourdine, il Ouais, a il eu n'a une pas montée en fini, puissance. même s'il a bien. Et Il a bien Nassourdine, fini. j'ai envie de dire, malgré qu'il a battu Adesanya et quelle performance, j'ai envie de dire, il nous a pas montré le meilleur, tu vois. On n'a pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu, qu'on l'a pas vu à son prime, tu vois. Donc, je peux me tromper et il finalise Kylo dans les deux premiers rounds. Et j'espère que c'est le scénario qui va se passer. Mais moi, je vois vraiment un combat compliqué et, euh, et un Kylo gars, n'est pas un gars qui voilà, perd. Il ne se fait pas tu vois. finir. C'est pas la peine C'est- même d'aller chercher le finish. La seule chose qu'il faut faire, c'est voler comme le papillon et piquer comme l'abeille. Ouais, mais faut-il arriver à Dixit le, Mohamed Ali. ouais, faut-il arriver à le faire pendant ces 5 rounds, hein. C'est là que tout va être la difficulté et surtout face à un Kylo qui va vouloir lui arracher la tête, quoi. Tu vois, clairement, hein, Je pense que Nassour aura encore plus envie de lui arracher la tête. Je pense que Kylo a fait ça pour dire à l'UFC, hé, hé, j'existe, je suis là, ne m'oubliez pas, parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas fait combattre. Alors que Nassour, lui, c'est, ah, tu veux venir me chercher? Tu veux te tester? Je vais te montrer c'est qui le patron. On est dans ce rapport de force-là, en fait. Et on est surtout dans le fait de se dire, voilà, je sais pourquoi je te prends. Je te prends parce qu'il me faut du rythme. Je te prends parce que je vais te manger ta hype. Et c'est là où, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Younes et comme Gallo, son associé, une très grande importance dans ce choix de combat. Parce que je peux t'assurer que si Nassour, ou plutôt quand Nassour aura gagné ce combat, on verra si après on l'appelle Imavov ou Imavlov, on l'appellera bien Imavov. Et tout le monde se rappellera. Et on verra si après Nassourdine ne sera pas dans les deux ou dans les trois visages du MMA français. Parce que pour moi aujourd'hui, il y a trois personnes qui représentent le visage du MMA français. Cyril Gane, surtout avec son combat contre Aspinal. Parce que là, je te le dis tout de suite, s'il bat Aspinal, c'est l'équipe c'est le Mbappé après. Ce sera quand même Mbappé au sortir de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Il y a aussi quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est Manon Fiorot. Parce que même si elle, c'est pas le visage du MMA français pour tout le monde, en tout cas, c'est le visage du MMA français féminin. Manon Fiorot, il n'y a pas une fille qui a fait ce qu'elle a fait. Pas une. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune Française qui a réussi à faire ce qu'elle a fait. Championne du monde, amateur, championne de l'UAE, championne de l'EFC.
et elle a, comment dire, battu des légendes et elle est partie jusqu'à la ceinture UFC. Et ensuite, il y a Imavov. Et c'est pour ça que les trois sont numéro un ou numéro 2 du classement dans leur catégorie de poids. Je suis désolé, mais BSD et Doumbé sont numéro un dans leur classement, dans la Big League. Donc, respectons le sport. Écoute, Ludo, c'est une parfaite fin de podcast. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusqu'à présent. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça aide. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du combat. On lit vos commentaires et pourquoi pas, on essaiera d'en sélectionner quelques-uns pour vous répondre lors de la prochaine Shadow Analyse. Ludo, je te remercie pour ton expertise, merci pour ton temps et ton travail.